Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour une vidéo sur les sorties de janvier. Voilà, sortie très attendue parce que c'est la rentrée littéraire d'hiver. Et donc on a beaucoup de choix encore une fois en ce début d'année 2024 qui arrive déjà. Le temps passe très vite. Et donc j'ai sélectionné pour vous pas moins de 33 sorties. Ça a été dur de faire le tri, vraiment. Mais voilà, ma dernière épuration, voilà, je m'étais dit entre 30 et 35 c'est bon. Et voilà, je suis tombée sur 33, donc c'était très bien. 33 comme le nombre qu'on est actuellement d'ailleurs en live, puisque je suis avec les copains et les copines, comme d'habitude, qui vont découvrir avec moi ces sorties. Donc la sélection, une sélection très subjective, hein, évidemment, ce sont mes goûts à moi. Je n'ai pas mis de tome 2, voilà, tome 2, 3, 4, tout ça. Je ne mets jamais, sauf exception. Et donc c'est que du grand format. Il y aura un petit peu de BD, un petit peu de manga, grand format également. Et voilà. Je vous propose donc de découvrir tout ça. À commencer par les petites statistiques comme d'habitude. Alors évidemment, qui dit rentrée littéraire dit contemporain à donf. Voilà, c'est classique de la rentrée. Pas mal de polars et de thrillers aussi. Et puis après, voilà, les autres genres sont un peu moins représentés. Et bien sûr, beaucoup de romans, un tout petit peu de graphique. Voilà pour ces statistiques. Et donc, eh ben, c'est parti. Je vous propose d'attaquer donc avec la première sortie qui est un thriller, puisqu'il s'agit de Daisy Darker de Alice Finney. Et j'aime beaucoup cette couverture. J'adore la couverture. Voilà. D'habitude, les couvertures de Alice Finney sont pas folles, mais bon, là, voilà. Donc, ça sortira le 3 janvier chez Hauteville. Donc là, on va être un peu plutôt dans un huis clos. On est, alors voilà, il y a vraiment grosse référence à Agatha Christie, puisque d'ailleurs on le voit, hein, la petite phrase d'accroche, il n'en restera plus qu'une. C'est voilà, référence à And Then There Were None de Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Donc là, on est dans une île des Cornouailles qui s'appelle Verdemer. Donc là où se trouve la demeure ancestrale de la famille Darker. Et chaque jour, en fait, cette demeure, elle est entourée d'eau puisque la marée monte. Et on est le soir d'Halloween. Les Darker donc, vont se réunir depuis des années, pour la première fois depuis des années, en fait, ils vont tous se réunir dans cette demeure pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Bon, vous voyez un peu venir le truc. C'est un peu toujours le même truc, mais bon, c'est toujours efficace. Et donc, on va suivre Daisy, qui est une jeune femme, qui va donc retrouver ses parents, qui sont plutôt pas très chaleureux, on va dire, avec elle, mais également ses deux sœurs, sa nièce, et ainsi qu'un ami de la famille qui s'appelle Connor. Et on nous dit que tous ont quelque chose à cacher. Et que, alors que la tempête fait rage au dehors, les invités vont être tués les uns après les autres au rythme d'une comptine mystérieuse. Donc vraiment totalement réécriture de Ils étaient 10. Hein, voilà. Et donc, Daisy Darker, en fait, c'est le nom de notre héroïne qui apparemment... alors c'est peut-être pas elle qui va mener l'enquête, je ne sais pas, parce qu'on nous dit qu'il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Voilà. Salut Zoé. Ouais, j'aime bien moi Aurélie. Franchement, je trouve les marguerites parce que Daisy, forcément. Mais ouais, c'est très joli, je trouve. Très joli cette couverture là, ouais, ce contraste entre les petites fleurs et puis la photo très sombre avec le manoir là, l'île.
J'adore. Franchement, très belle couverture. Donc voilà pour celui-ci. Bon, j'attendrai les retours, hein, parce que, ok, le synopsis, ben forcément, dès que ça fait référence à Agatha Christie, ça enjaille un peu, mais voilà. Alors, Peter James, il nous dit que c'est intelligent, sinistre, étouffant, séduisant et tout à fait captivant. Samantha Donning a dit que c'est un livre étonnant, fourmillant de personnages incroyables et de nombreuses surprises. Elle l'a dévoré en temps record. Lisa Jewell a dit que c'est captivant, brillant, un régal absolu. R.L. Stine, qui est l'auteur des Chars de poule, R.L. Stein d'ailleurs, je pense plutôt, dit tant de vilains secrets, et ce, avant même que les cadavres ne commencent à s'empiler. Je suis un fan d'Alice Finney, mais je pense qu'elle s'est surpassée avec cette série de meurtres saisissants. Et Sarah Pinborough, j'aime bien les auteurs si c'est Sarah Pinborough qui dit un habile clin d'œil à Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Genre, un habile clin d'œil, genre c'est très discret. Mais transformé en un roman merveilleusement original aux accents de terrifiant drame familial. Avec ce roman sincèrement effrayant, Alice Finney place la barre toujours plus haut. J'ai adoré, ok. Voilà, donc ça veut dire, alors j'aime bien cette remarque de Sarah Pinborough, parce que je me dis, bon ben ça veut dire qu'au-delà du côté polar à la Agatha Christie, il va y avoir donc des thématiques plus sociales, sociétales, tout ça. Ça peut être intéressant. Familial, voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, j'imagine, Viviane. Coucou Silou, j'espère que tu vas bien. Ouais, clin d'œil appuyé quand même. Voilà pour celui-ci. Donc, toujours le 3 janvier. Alors, les grosses vagues le 3 janvier, hein, je précise, c'est vraiment la première, la plus grosse vague d'ailleurs de ce mois-ci. Sortira Dolores ou Le ventre des chiens d'Alexandre Civico. Donc, Alexandre Civico, si je ne me trompe pas, c'est celui qui est écrit avec Ludovic Manchette, qui a écrit Alabama 1963 et Americas, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas vérifié, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, dans cette histoire, qui sortira chez Actes Sud, on suit Dolores, qui a été accusée d'avoir assassiné une dizaine d'hommes après les avoir séduits. Donc, elle a été traquée, elle vient d'être arrêtée. Et en fait, voilà, pourquoi elle s'en prend aux hommes qui ont eux-mêmes été violents avec les femmes, parce qu'elle veut défendre donc les victimes du patriarcat. Et on va suivre aussi un psychiatre qui, lui, qui a un problème d'addiction, hein, notamment, et donc lui, il va être chargé de nommer Dolores irresponsable de ses actes, parce que voilà, Dolores est devenue une icône parmi les femmes, hein, notamment, et donc voilà, on veut qu'elle soit plus ou moins préservée. Et voilà, on va donc suivre les entretiens entre Antoine et Dolores, qui sont tous les deux abîmés chacun à leur manière, et voilà, on va découvrir un peu tout ce qu'il y a derrière tout ça. Voilà, alors bon, je n'ai pas vu encore l'avis de Séverine qui vient de le lire, mais j'espère juste, je crois qu'elle a lu, je crois qu'elle a terminé. Ah oui, non, pardon. Ah oui, c'est l'auteur d'Atmore Alabama. En fait, ouais, j'ai confondu parce qu'il y avait Alabama dedans. Je sais pas pourquoi j'avais le truc Alabama. Bon, désolée pour ce mea culpa pour cette erreur. Merci Aurélie. Donc c'est l'auteur d'Atmore Alabama, autant pour moi. Du coup, j'espère juste, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que ce sera pas anti-féministe, parce que toujours peur. Parce que ce truc de ouais, on veut qu'elle reste une icône, machin, ça peut très bien aller dans l'inverse du truc. Je sais pas. Voilà, je vais attendre de voir un peu l'avis de Séverine, et puis on verra pour celui-ci. Voilà pour celui-là. Ouais, c'est vrai que le titre est accrocheur, ouais, complètement.
toujours le 3 janvier sortira le nouveau Lisa Garner. Donc tous les ans en janvier, il y a un nouveau Lisa Garner. Et là, donc il s'agit d'une nouvelle série. Donc chez Albin Michel, hein, c'est toujours chez Albin Michel. C'est une nouvelle série. Donc ce premier tome s'appelle L'été d'avant. Voilà, donc après Didi Warren, l'autre je sais plus comment elle s'appelle. Bref, elle change un petit peu. Et donc là, on suit Frankie, qui est... alors, c'est une jeune femme, hein, enfin, jeune femme, non, enfin, elle a la quarantaine. C'est une femme. J'ai 41 ans, donc je me permets hein, de dire que c'est pas spécialement jeune la quarantaine. C'est pas vieux non plus. C'est un âge moyen, on va dire. Et Frankie, elle s'est donnée pour mission de retrouver des personnes disparues. Alors, en fait, elle est pas du tout flic, détective, tout ça. Juste, voilà, elle estime que quand la police décide de baisser les bras et que les médias s'intéressent pas à l'affaire, c'est là que, en fait, elle va intervenir pour partir à la recherche, pour enquêter elle-même de son côté, pour retrouver des personnes disparues. C'est une ancienne alcoolique. Et donc un jour, voilà, elle va apprendre qu'une adolescente haïtienne a disparu. Oui, j'ai oublié de préciser, en particulier quand ces personnes disparues appartiennent à des minorités, parce que évidemment c'est là que les gens vont s'en foutre, clairement. Voilà, faut dire ce qu'il y a, hein, malheureusement. Il y a aussi un gros racisme de ce côté-là. Quand ce sont des personnes racisées qui disparaissent, OSEF totalement. Et donc là, voilà, c'est une adolescente haïtienne qui a disparu d'un quartier chaud de Boston. Et donc Frankie va tout mettre en œuvre pour la retrouver. Écoutez, moi j'avais dit que j'arrêtais Lisa Garner. Mais j'avoue que là, je suis, parce qu'il y a une dimension de racisme dedans, je suis hyper intriguée par cette nouvelle série, j'ai envie de découvrir. Voilà, donc, ouais. J'attends de voir les avis d'abord, on ne sait jamais quand même. Mais voilà, ça me dirait bien. Ça me dirait bien. Ouais, moi après, voilà, bon, tout ce qui est série longue, etc. Après, en plus, Lisa Garner, c'est très polar, on va pas se mentir. C'est plus polar que thriller, ils disent thriller, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est plus polar parce qu'il y a une dimension toujours enquête policière avant tout. Mais voilà, et du coup, bon, c'est vrai que... C'est pas que t'en as lu un, tu les as tous lus, mais c'est que, voilà, au bout d'un moment, bon, si t'es pas foncièrement attaché au personnage, tu peux vite te lasser, quoi. Mais là, du coup, voilà, nouveau personnage qui est intéressant, du coup. Pour le coup, là, voilà. Ça me dit bien. Allez, je passe à la suite. Hop. Avec La jeune fille et le feu de Claire Raphael qui sortira chez Rouergue. Alors, Claire Raphael, j'en ai un d'elle que j'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu cette autrice et pourtant, apparemment, c'est assez féministe. C'est Les Militantes, je crois, que j'ai. Voilà. Et là, donc, je crois qu'en plus c'est une duologie, les militantes et les gagneuses. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, là, on est dans un one shot. Hein, je pense que c'est un one shot. Et on suit Astrid, qui est lycéenne et qui vit seule avec sa mère. Et Émilie, elle sait qu'elle a un frère et une sœur, mais qui ont été placés en famille d'accueil. Pas Émilie, pardon, Astrid. Émilie, c'est la maman. Donc Astrid, elle a un frère et une sœur qui ont été placés en famille d'accueil et elle vit avec sa mère. Mais un jour, sa mère, vous allez voir que le synopsis va beaucoup faire penser à un film. Sa mère va mourir brûlée vive dans son appartement. Et la substitut du procureur va confier l'enquête à un commissariat local plutôt qu'à la brigade criminelle. Pourquoi? On ne sait pas. Et du coup, voilà, le commissariat va hériter d'une affaire plutôt complexe parce qu'ils ne savent pas si la mort... Donc, on précise que Émilie était alcoolique. Ils ne savent pas si sa mort était accidentelle ou si c'est sa fille qui a tué sa mère parce qu'en fait, sa mère était violente avec elle. Et en fait, alors, c'est pas tant ce synopsis qui me fait penser à un film, c'est le traitement de l'affaire, puisqu'on nous dit... que
en fait, ils vont déterminer un petit peu la personnalité de l'adolescente, de la fille, au fil des interrogatoires, des indices, des témoignages, etc. Et que on ne sait pas trop si, au final, voilà, elle est innocente ou pas, si elle est manipulatrice ou pas, voilà, qui est cette jeune fille. Et je sais pas, en fait, le truc de... Alors là, c'est pas elle qui est brûlée vive, c'est la mère, mais ça m'a trop fait penser à la nuit du 12, en fait, je sais pas pourquoi, voilà, parce que c'est ce côté... euh, dans la nuit du 12, en fait, il y a des interrogatoires qui vont... Voilà, il y a des témoignages qui vont dire que oui, elle n'était pas innocente, etc., etc., alors que bon, en fait, elle méritait pas de brûler vive, mais d'être brûlée vive. Bon, là, c'est plutôt la fille. Voilà, donc en gros, tout va se jouer autour de... est-ce que c'est elle la meurtrière ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça, ouais, c'est clair, Malo. Ça a l'air vraiment intéressant, hein. Franchement, ouais, moi, ça me tente beaucoup. Et surtout le truc autour de la police aussi. Moi, j'aime bien aussi un peu cette thématique-là, voilà, des interrogatoires, comment ils vont mener leurs interrogatoires, etc. Et il nous dit, voilà, ce polar écrit sur une expérience de terrain interroge aussi le regard que policiers, juges, enseignants, éducateurs peuvent porter sur la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, c'est très intéressant. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours le 3 janvier, donc, sortira Mon nom dans le noir de Jocelyn Nicole Johnson. Et là, on va être vraiment dans la thématique des luttes raciales, puisque donc on est aux États-Unis, dans un quartier de Charlottesville en Virginie, pardon, qui va être attaqué, donc c'est un quartier noir, qui va être attaqué par des suprémacistes blancs. Et heureusement, un groupe va réussir, un groupe j'imagine, de personnes noires, va réussir à les faire fuir. Et à la tête de ce groupe, c'est une femme, on trouve une femme qui s'appelle Danaisha Love. C'est une jeune femme noire. Et on... Ah oui, non, pardon. J'ai mal lu. C'est pas, puisque je me disais, en plus, c'est pas logique avec la suite du synopsis. Ils parviennent pas à les faire fuir, ils parviennent à fuir. Voilà. Ils parviennent à fuir les suprémacistes blancs. Ils vont se réfugier donc dans une plantation qui a été désertée. Et bon, qui dit plantation, vous le savez, hein, dit ancienne terre d'esclavage. Et donc ils vont commencer à créer une petite communauté sur cette plantation. Voilà. En fait, en gros, on est vraiment dans un... Je sais pas, enfin, c'est pas dystopique, mais dans le sens où on va vraiment... l'autrice va a priori vraiment se concentrer sur le fait que les personnes noires, là, dans ce livre, sont vraiment en danger de mort. Bon, ce qui est un peu vrai dans la vraie vie aussi, hein, mais... Voilà, que là, les suprémacistes ont vraiment pris le quartier d'assaut, etc. Et donc, en gros, ça va être un peu... ils vont être un peu en mode survie, quoi. Voilà, et donc on va suivre comme ça cette survie, ce danger, cette épée de Damoclès sur leur tête. Voilà, et on nous dit que en fait l'autrice s'est inspirée des émeutes, d'ailleurs ça se passe à Charlottesville aussi, donc les fameuses émeutes de Charlottesville, vous savez, où il y a une jeune fille qui avait été tuée d'ailleurs. Et ainsi que évidemment le fameux assaut du Capitole quand Joe Biden a été élu et que donc, tous les suprémacistes étaient en colère et sont venus envahir le Capitole, et qu'il y a eu des morts aussi, hein, d'ailleurs. Et voilà, donc ça risque de pas être pump it up. Ouais, je trouve qu'il y a très très peu de pages, je suis d'accord. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Après, c'est juste un truc de survie pendant plusieurs jours, en fait. Donc, à la limite, ça peut le faire, faut voir. En tout cas, voilà. Bon, moi, ça m'intéresse. Bon, par contre, clair que, voilà, le prix, 224 pages, mais bon, c'est toujours pareil, hein, comme d'hab. J'attendrai un peu de voir aussi les retours là-dessus, mais ouais, celui-là, clairement, il me tente bien, c'est sûr. C'est sûr. Donc, voilà. Ouais, en plus, voilà, la phrase d'accroche
va un peu dans le sens du côté un peu dystopique, hein, voilà, quand le monde, un peu anticipation, voilà, quand le monde s'écroulera, où trouverez-vous refuge? Clairement, avec ce truc symbolique du fait qu'il trouve refuge dans une plantation, en fait, qui était une ancienne plantation d'esclaves, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Bref, voilà. Ensuite, on passe à une petite bande dessinée dont j'ai bien aimé le synopsis. La mousse de Nina Six, ou 6, je sais pas. Donc ça se passe en 2010, on est dans une petite ville de province, on est en France, hein, et on suit Nina, donc j'ai oublié de préciser que ça sortirait aux éditions Sarbacane, pardon. On suit Nina qui se prépare, donc c'est une jeune adolescente, elle se prépare à partir au collège. Et en fait, voilà, elle trouve que par rapport aux autres filles de son âge, elle a l'air vraiment d'un bébé, voilà, elle n'est pas du tout formée. Alors, on ne sait pas quel âge elle a d'ailleurs. Mais voilà, elle dit voilà, du coup, elle se sent un peu différente des autres, quoi, à cause de ça. Et en plus, elle subit les moqueries de ses camarades. Et alors, il y a le fameux trope de l'ancienne meilleure amie qui préfère être avec les filles populaires et qui va rejeter donc son amie. Voilà, ça c'est donc elle a son ancienne meilleure amie Camille qui préfère aller avec les filles populaires et qui donc va faire partie de celles qui se moquent. Et attendez, donc ça c'est voilà, ça vous allez me dire bon d'accord, c'est classique, ok. Mais il se trouve que un jour, donc ce jour-là, quand Nina s'apprête à partir au collège, elle sent que quelque chose a changé et pour cause, puisque il se passe que la météo s'affole, une imminente tempête, une tempête gigantesque arrive imminemment, je veux dire, et en plus une mousse, d'où le titre, va apparaître sur tout le pipeline désaffecté qui encercle la ville et on nous dit que c'est une mousse étrangement vivante. D'où le fait que j'ai mis contemporain / SF parce qu'il y a quand même un petit touche un peu de science-fiction par rapport à la météo, tout ça, machin, la mousse bizarre. Voilà, donc c'est très bizarre ce mélange de qu'est-ce qui se passe d'un coup, il y a une tempête et tout ça, alors qu'on est juste en train de suivre une ado mal dans sa peau qui se fait harceler. Donc je me demande quel est... Coucou Thibaut, j'espère que ça va. Donc je me demande quel est voilà, le point commun entre tout ça, où ça va nous mener, etc. Donc voilà, après bon... j'achète très très rarement des bandes dessinées. Des mangas oui, mais des bandes dessinées beaucoup moins. Il faut vraiment que ce soit un truc qui me tente de ouf. Mais voilà, je l'ai mis parce que j'aimais bien le synopsis. Voilà pour celui-ci. Et j'ai mis franco-belge parce qu'en fait l'autrice elle est française mais elle vit en Belgique donc bon voilà elle est un peu belge quelque part. Ensuite alors on est toujours le 3 janvier et donc sortira Des Murmures, le nouveau Ashley Audrin qui, souvenez-vous, était l'autrice d'Entre toutes les mers que je n'ai toujours pas lu mais c'est prévu. Et donc là, elle nous sort encore quelque chose sur la maternité. Hein. Bon, visiblement, c'est son sujet de prédilection à cette autrice canadienne. Puisque, voilà, donc... alors, le synopsis, il va être dur un peu à raconter parce que c'est que des phrases. Oui, forcément que c'est que des phrases. C'est logique. Mais c'est des phrases un peu jetées comme ça, quoi. Écoutez, je vous propose de vous lire le synopsis directement, comme ça au moins, ce sera plus simple, plutôt que d'essayer de recomposer une histoire avec. Donc, les murmures ont commencé bien avant l'accident. Était-ce à ce barbecue lorsque Whitney s'est mise à hurler sur son fils, ou quand sa voisine Blair s'est mise à rôder autour de chez elle, ou encore ce jour où le mariage de Rebecca et Ben, ce couple sans enfant, s'est définitivement fissuré.
Mais la nuit de l'accident, les murmures se sont fait plus insistants. Les voisins parlent, ils posent des questions, les secrets éclatent, et le vernis se fissure. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'il n'y a pas d'amitié sans envie, et pas de mensonge qui ne dissimule une vérité dévastatrice. Dans son nouveau roman, Ashley Audrin explore la violence et les secrets des mères qui font rage au sein d'une petite communauté. Bon voilà. Tout est dit. Ouais, je sais qu'il a eu de super bons retours entre toutes les mères. J'ai pas vu de retour négatif dessus. Il faudra vraiment que je le lise. Et celui-là, il me tente aussi de ouf. Il y a un côté un peu thriller domestique, hein, on va pas se mentir. Mais je crois que c'était déjà le cas de Entre toutes les mères, d'ailleurs. Même si à la base, c'est du contemporain. Mais voilà. Donc une histoire, si je comprends bien, c'est une histoire de secrets, de rumeurs, etc. dans une petite communauté. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on est encore le 3 janvier, c'est vous dire. S'il y en a beaucoup qui sortent. Et sortira chez City Édition La peur au ventre de Annelise Debat, qui est un témoignage sur le harcèlement scolaire, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc on suit Annelise, qui est victime de harcèlement à l'école, donc des insultes, des coups, des humiliations, c'est son quotidien. Et un jour, donc là ça va vraiment loin, puisque un jour, des élèves vont carrément l'asperger d'essence et allumer un briquet pendant que tout le monde hurle, brûle-la, brûle-la. Et donc enfin Annelise va oser porter plainte, et en pensant que voilà que du coup les agresseurs seront punis et que l'horreur cessera pour elle. Malheureusement, l'affaire est classée sans suite et le harcèlement va reprendre de plus belle pendant 7 ans. Donc évidemment, enfin je dis évidemment, c'est horrible à dire, mais voilà, malheureusement c'est une pensée qui traverse beaucoup d'adolescents dans ce cas-là, mais elle va penser à se suicider. Et voilà, j'en sais pas plus, et juste que visiblement, heureusement, elle est encore en vie, puisqu'elle va témoigner de tout ce qui s'est passé. Et bon voilà, moi je sais que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je sais pas si j'achèterai le livre, mais je voulais le mettre parce que voilà, parce que c'est symbolique. Et voilà. Et puis je pense qu'en tant que femme noire, en plus, en tant que jeune fille noire, du coup à l'époque, elle a dû d'autant plus subir, avec le racisme en prime, évidemment, mais voilà. L'encodeur est en surcharge. Revoyez à la baisse vos paramètres vidéo. Oui, non, mais ça ira bien pour l'instant. Hein. Utilisez un pré-réglage d'encodage plus rapide. Il faudra que je regarde ça. C'est OBS qui me fait des avertissements. Donc voilà pour celui-ci. On passe enfin au 4 janvier. Sortira le nouveau Sébastien Gendron, Chevreuil. J'ai jamais lu cet auteur, mais c'est marrant parce que Odeya en a parlé. J'avais déjà sélectionné ce livre dans ma liste, et Odeya en a parlé, pas du livre, hein, mais de l'auteur vendredi, il me semble. Et du coup, voilà, je crois qu'elle disait qu'elle aimait beaucoup cet auteur. Donc, ça m'a rendue encore plus curieuse, puisque, alors, on va suivre Connor, qui est un citoyen britannique, mais je pense que du coup, ça se passe en France. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il est britannique, il vit en France. Il est auteur de romans jeunesse à succès. Et il vient de trouver l'amour en la personne de Marceline, donc qui est française. Donc tout va bien à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que le village français, donc où ils sont installés depuis pourtant quelques années déjà, se met brusquement à le détester. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais tout à coup, ils se mettent à le détester, et il faut dire que la population du village est plutôt, non pas plutôt, est franchement raciste et réactionnaire. Et du coup, voilà, ils avaient envie d'un bouc émissaire, et évidemment, c'est le seul étranger du village qui va prendre. Et sauf que Connor et Marceline, ils comptent pas se laisser faire, et donc il va y avoir une espèce de guérilla au sein du village. Et voilà, donc j'en sais pas plus,
Mais ça m'a beaucoup intriguée, bah, surtout, voilà, évidemment, moi, vous savez, hein, tout le côté, dès qu'il y a un côté social dedans, là, en l'occurrence, on est sur de la grosse xénophobie, sur, voilà, le côté très réac et tout des habitants. En plus, bon, bah, moi, je connais, hein, enfin, je crois qu'on est beaucoup à connaître, hein, les villages français. C'est jamais très ouvert d'esprit, malheureusement, des petits villages français. Donc, voilà, du coup, j'étais curieuse et ça pourrait être l'occasion de découvrir cet auteur. Bon, la couverture est très moche, par contre. Ça sortira chez Gallimard. On dirait pas du tout une couverture de Gallimard. C'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, alors au début, je voyais chasse en cours. J'ai cru que ça allait être sur la thématique de la chasse, du coup, mais non. Mais peut-être qu'il va y avoir une métaphore, je sais pas. Ça m'intrigue d'autant plus, ce truc-là, chasse en cours, qu'il y a sur la couverture. Voilà, franchement, pour le coup, ouais, celui-là, j'irais bien parce que... Alors, je pense que je le prendrais plutôt en e-book parce que je n'ai pas spécialement envie d'avoir ce livre physique, vu que la couverture est pas très très belle, on va pas se mentir. Mais voilà, ça pourrait être l'occasion de découvrir cet auteur. Voilà pour celui-ci. Je vais boire un coup. Et donc on passe au suivant qui est le nouveau Peter Swanson. 9 vies. Après les 8 crimes parfaits, maintenant c'est 9 vies. Et donc, on va être encore dans un polar un petit peu cosy aussi. Hein. C'est pas un cosy mystérie, hein, quand même, hein, attention, hein, y a quand même une dimension un peu plus sombre. Mais voilà, ça peut y faire penser. T'as plus les sous-titres. Ah ouais, il n'y a plus les sous-titres, t'as raison. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je mets pause dans l'enregistrement. Remettre le... Voilà. Je reprends. Excusez-moi pour cette petite interruption. C'était un petit bug d'OBS. Donc, Odéa, tu dis de Gendron, il faut lire quelque chose pour le week-end. Ok, attends, il faudra que je le note. Putain, je vais le noter maintenant. Bon, je pense de toute façon, je m'en souviendrai. J'irai voir Gendron et j'irai voir les titres. Ça me reviendra. Donc, voilà. Donc, 9 vies. Donc, on va suivre 9 personnes sans aucun lien apparent entre elles qui vont recevoir simultanément une liste de 9 noms, dont le leur. Vous aurez compris que c'est les noms de ces 9 personnes. Une simple liste sans la moindre explication. Donc, évidemment, il y en a qui vont penser que c'est une mauvaise blague, d'autres que c'est une erreur, voilà. Mais ils vont pas y faire vraiment attention jusqu'à ce que 2 d'entre eux, pas l'un d'entre eux, mais 2 d'entre eux soient retrouvés morts. Et que un compte à rebours va s'enclencher puisqu'il va y avoir d'autres meurtres, mais cette fois sans rapport entre ces 9 personnes. Mais évidemment, ça va quand même interpeller évidemment les autorités. Et donc, c'est Jessica, qui est agente du FBI, qui va enquêter là-dessus. Et d'autant plus qu'il se trouve que son nom figure aussi sur la liste. Voilà. Voilà pour ce synopsis. Donc, voilà, on le dit, hommage brillant à Agatha Christie. Décidément, c'est la soirée Agatha Christie. Mais voilà, donc on verra bien. Moi, j'attends aussi les avis. Alors, 8 crimes parfaits, je me suis fait spoiler. Je suis tellement dégoûtée. Je suis tellement dégoûtée de m'être fait spoiler 8 crimes parfaits. Mais voilà, je me suis fait spoiler l'assassin de 8 crimes parfaits, quoi. Donc j'ai les boules. Parce que je voulais attendre, j'attendais d'avoir lu les livres, tous les livres qui m'intéressaient, que je voulais pas être spoilée pour pouvoir le lire. Et en fait... Voilà, et je pense que je l'oublierai pas ça. Autant des fois je dis ouais, je me suis fait spoiler, mais c'est pas grave parce que d'ici là j'aurais oublié. Autant là je risque pas d'oublier. Donc ça va être compliqué. Bon. Voilà. C'est la vie. Ensuite, oui évidemment j'ai oublié de vous dire que ça sortirait chez Gallmeister, bien sûr. Ensuite, le 4 janvier, again, cette fois c'est le nouveau Philippe Besson qui sortira un soir d'été, toujours chez Julliard. Et donc là, synopsis assez simple, puisque Philippe Besson va raconter un drame de sa jeunesse
qui est arrivé dans l'île de Ré un soir de juillet au milieu des années 80. Ils étaient 6, donc 5 garçons et une fille. Mais il se trouve que l'un d'eux va disparaître. Et donc Philippe Besson va nous raconter ça. Bon, moi je suis intriguée. Moi je vous avoue que... ce genre de pseudo. Moi je vous avoue que j'avais adoré, donc c'était quoi le titre? Ceci n'est pas un fait divers. J'ai beaucoup aimé La Plume de Besson. Moi, personnellement, je fais partie de la team Besson pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, je serais pas contre lire celui-ci aussi. Ça m'intrigue cette histoire de disparition là. Voilà. Ah ouais, non, moi je fais pas du tout un blocage pour le coup. Vraiment, moi j'ai adoré ce qu'il m'a proposé dans Ceci n'est pas un fait divers. Donc voilà. D'ailleurs, il faut vraiment que je lise Arrête avec tes mensonges, parce qu'apparemment c'est quand même son plus connu, son plus plébiscité. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Ah bah après, ouais. On aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr. Hein. On passe au 5 janvier. Et évidemment, j'étais obligée de vous mettre le nouveau piquier. Hein. Sortira Le Grand Magasin des Rêves de Lee Millet. Et donc cette fois, c'est pas japonais, c'est coréen. Mais le synopsis fait très japonais, fait très un peu feel good japonais. Vous savez, c'est feel good avec un peu de fantastique, comme le miracle du bazar Lamia ou Tant que le café est encore chaud. On est un peu dans ce délire-là. Donc on est vraiment dans du pur fantastique pour le coup, puisque il existe donc une ville où l'on ne peut se rendre que dans son sommeil. Et l'endroit le plus populaire de cette ville, c'est le Grand Magasin des Rêves, donc qui ressemble à un paquebot plein de lumière, haut de 4 étages, et on vend dans ce magasin tous les rêves imaginables. Donc rêves d'enfance, de voyage, de nourriture délicieuse. Ça me fait rire parce que c'est typiquement asiatique ça de mettre la nourriture dans les trucs les plus géniaux. Mais aussi des cauchemars. J'aime bien parce que ça parle pas de sexe, ça parle de nourriture. Vraiment, c'est vraiment les Asiatiques, c'est vraiment, ils font passer la nourriture avant. C'est mieux. Mais aussi des cauchemars, des rêves prémonitoires, etc. Et on va suivre Penny, qui vient juste de réussir son entretien d'embauche et qui va commencer son travail à la réception du rez-de-chaussée, donc de ce grand magasin. Et voilà, et on va suivre à travers ses yeux l'univers du Grand Magasin des Rêves, où chaque nuit, donc, une foule de dormeurs, autant humains qu'animaux d'ailleurs, viennent choisir les rêves qu'ils désirent vivre. Donc voilà, grosse métaphore, hein, évidemment, de nos songes. Ça a l'air très beau. Ça a l'air très très beau. Voilà, moi j'aime trop ce genre de truc. Bon. Autant, voilà, je vous le dis toujours, autant je suis pas très très feel good. Autant quand c'est asiatique, quand c'est japonais ou coréen, c'est pas la même chose, quoi. Cela dit, c'est vrai que les feel good avec une part de fantastique, ça peut souvent être sympa. Ben, comme la bibliothèque de minuit, là, que j'avais bien aimé. C'était pas du tout asiatique pour le coup, mais c'était vraiment... c'était assez original. Donc ouais, quand il y a du fantastique, ça amène une petite touche un peu d'originalité, quoi. Voilà pour celui-ci, la couverture est très belle en plus. J'aime beaucoup. Et on passe au 10 janvier, on saute au 10 janvier avec Banal flambé dans ma cité de Mabrouk Rajdi. Et donc là, on va suivre, donc on va être en France. Ouais, c'est ça. Et on va suivre Ma Bataille, qui est, oui, c'est un peu bizarre, mais c'est M-A-B-A-T-A-I, Ma Bataille, qui est un adolescent sans histoire. Et il se trouve que, par un malheureux hasard, il se trouvait à un endroit où un jeune homme de 17 ans va être retrouvé mort après une descente de police. Et Ma Bataille a tout vu.
Il va y avoir une émeute qui va embraser le quartier et donc c'est un dealer hein, c'est un jeune dealer hein, qui a été tué. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ma bataille qui va enquêter un petit peu là-dessus en infiltrant le réseau, en fait, le réseau de drogue, malheureusement, du jeune homme qui a été trouvé mort. Et malheureusement, évidemment, il va se retrouver dans un engrenage très très dangereux. Mais il va faire aussi la rencontre de Katia, qui est la sœur du jeune homme tué, qui a pris la tête d'une croisade contre les violences policières. Ça fait un peu penser à l'affaire Traoré, tout ça. Voilà, donc sujet de société, évidemment, celui des violences policières et des émeutes en réaction à ces violences, hein, très classique, malheureusement, c'est triste à dire, mais voilà, très courant en France. Et bah voilà, moi, c'est pour moi, je dois déjà lire dans la même thématique deux secondes d'air qui brûle, qui est plus adulte, là, on est dans du young adulte. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, forcément, c'était une thématique que j'étais obligée de mettre. Voilà pour celui-ci, qui sortira aux éditions Actes Sud, dans leur collection Actes Sud Junior. Toujours le 10 janvier, il y a une autre petite vague, le 10 janvier, sortira Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas. Et donc, dans cette histoire, en fait, donc c'est l'auteur l'auteur est vraiment obsédé par l'histoire comme beaucoup d'entre nous, je pense, hein, par l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Où est-il? C'est clair que c'est vraiment un des plus gros mystères de notre pays, je crois. C'est où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès, parce que c'est un truc de ouf ce qui s'est passé quand même. Il a tué toute sa famille, mais on l'a jamais retrouvé. Enfin, a priori, il a tué toute sa famille, parce que foncièrement, on n'en sait rien. Peut-être qu'il est mort aussi, on ne sait pas, mais bon, tout porte à croire quand même que c'est lui. Hein. Et voilà, personne ne l'a jamais retrouvé. Donc voilà, l'auteur nous dit que pour lui, ça a été un choc, cette histoire, ça l'a obsédé. Et comme en fait, Puertolas, c'est un ancien capitaine de police, voilà, et qu'il est écrivain, hein, du coup, il s'est dit qu'il allait se lancer dans cette enquête. Voilà, c'est sérieux, hein, c'est pas. Alors, je sais que Romain Puertolas, il fait beaucoup de trucs humoristiques, hein, de livres humoristiques, mais là, c'est très sérieux, vraiment. Et il a décidé de se lancer dans une enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès et de retrouver lui-même cet homme. Donc voilà, donc un genre de roman-enquête. Alors, je sais pas exactement si il n'y a que l'enquête réelle ou si il a rajouté de la fiction, justement, d'où le titre, pour dire qu'il a fini par le retrouver, je ne sais pas. Mais on nous dit, parce qu'on nous dit ici un peu de fiction, parce que on nous dit que Romain Puertolas lit avec brio, lit du verbe lier, hein, avec brio une rigoureuse investigation policière à une fiction aussi étonnante que jubilatoire, révélant peut-être le fin mot d'une déroutante affaire judiciaire. Donc je pense qu'il y a un côté fictif, en mode, voilà, ce qu'il a imaginé. Bisous Thibaut, bonne soirée, bon courrier. Merci d'être passé en tout cas. Mais voilà, moi ça m'intéresse, je veux savoir un peu son l'idée qu'il a là-dessus, voilà, ce qu'il a trouvé comme information, etc. Moi je suis pas très fan de Puertolas, on va pas se mentir, j'en ai lu 3 de lui, si je me trompe pas. Et à chaque fois, bon, ça a toujours été en mode, bon, c'est mignon, mais voilà, j'adhère pas trop à l'humour. Et du coup, là, dans un registre un peu plus sérieux, peut-être ça peut être intéressant. À voir. Coucou Laurence. J'espère que tu vas bien. Donc voilà pour celui-ci qui sortira chez Albin Michel. Ouais, voilà, c'est ça, Aurélie. Voir un peu quelle piste il a suivi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Moi, personnellement, je sais pas du tout ce qu'il y a eu comme piste. Donc voilà, j'imagine bien, oui, voilà, c'est ça, il y a énormément d'hypothèses, donc à voir sur quoi il est parti, lui. Franchement, je suis très curieuse de celui-ci, pour le coup, voilà. Lui, il n'est pas très cher. On verra. Mais celui-là aussi, je pense, il y a des chances que je le prenne en e-book. C'est pareil, la couverture, voilà.
J'achète en papier que quand je trouve les couvertures belles, moi. Comme je lis beaucoup sur liseuse. Voilà pour celui-ci. Donc toujours le 10 janvier sortira Corps de ferme de Agnès de Clerville, qui est l'autrice de La poupée qui fait non, que j'ai dans ma palle d'ailleurs, sur une histoire de viol aussi. Pareil, ça me tentait de ouf. Donc ça sortira toujours chez HarperCollins, hein, comme le précédent de l'autrice. Et là, dans cette histoire, alors je suis très très intriguée par cette histoire, qui fait un peu penser au... Mince. Putain. D'un coup, j'ai un trou, je vais y arriver. La ferme des animaux, voilà, qui fait penser un peu à la ferme des animaux de Orwell, qui fait un peu penser à Anima aussi, de Mouawad. Donc je vous dis un petit peu le synopsis. On va suivre en fait tout simplement des animaux, c'est eux qui vont raconter, donc des animaux de la ferme, alors particulièrement une vache, une chienne et un chat, qui vont nous raconter un petit peu ce qui se passe dans la ferme où ils vivent, et notamment la mise à mort des animaux, hein, voilà, parce qu'une ferme, oui, c'est bien mignon comme ça, mais on tue quand même des animaux pour se nourrir, ou pour vendre aussi. Et en fait, voilà, on est dans un huis clos. Et on nous dit, voilà, ça va parler aussi des secrets, des humains. Voilà, donc en gros, l'autrice, ce qu'elle a cherché à faire, c'est de renverser le regard, en fait, évidemment, de se mettre du côté des animaux. Donc ça, c'est un trope assez classique, mais voilà, donc qu'ont à nous dire les animaux sur notre rapport à la naissance et à la filiation. Voilà, donc en fait, les animaux vont aussi un peu commenter les humains, hein, commenter leur analyse des êtres humains. Et voilà, j'avoue que je suis très intriguée. Bisous Michel, toujours à la même heure pile à chaque fois, quasiment pile, entre 9h35 et 9h40. Bisous Michel, bonne soirée, merci d'être venu. Voilà. Mais du coup, ouais, je suis très... Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, j'adore la couverture. Ah oui. J'aime bien, moi, les couvertures. Alors, je suis pas ultra fan de celle-là, mais j'aime bien les couvertures d'une façon générale de cette collection de HarperCollins. Mais ouais. Mais voilà, en tout cas, très très intriguant. J'avoue que, ouais, voilà, moi c'est peut-être un truc qui plaira à Sève aussi. Je veux bien, voilà, avoir le regard de ces animaux sur les humains, sur la ferme, sur les autres animaux, etc. Ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, pour celui-ci. On est toujours le 10 janvier et sortira Les dieux de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia. Silvia Moreno Garcia qui est l'autrice de Mexican Gothic. J'ai toujours pas lu son second d'ailleurs, qui était La fille du docteur Moreau, qui me tentait de ouf. Là, elle est partie, donc après l'horreur, enfin l'horreur gothique, on va dire, avec Mexican Gothic, après la SF avec La fille du docteur Moreau. Là, elle est partie plutôt dans le conte de fées, clairement, inspiré par le folklore mexicain. Alors, il y a toujours cette idée du folklore mexicain dans les livres de Silvia Moreno Garcia, hein, puisqu'elle est elle-même mexicaine. Et donc là, on est dans les années 20 au Mexique, donc voilà, dans l'âge du jazz. Et on suit Cassiopéa, qui est en fait, qui est un peu la boniche de son grand-père, puisqu'elle est occupée à récurer les sols de la maison et de son grand-père, qui est ultra riche, hein, d'ailleurs. Et elle n'entend pas, en fait, qu'il l'appelle. Et un jour, bon, je sais pas pourquoi on nous dit ça, mais bon, un jour, elle va découvrir, ouais, voilà, je pense que quand elle se rend dans la chambre de son grand-père, elle va découvrir un mystérieux coffre en bois. Et en l'ouvrant, c'est un peu comme la boîte de Pandore, elle va libérer l'esprit d'un dieu de la mort maya, et ce dieu va lui demander
de l'aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Et le truc, c'est que il va lui dire, si tu réussis, tu pourras réaliser tous tes rêves, et si tu échoues, tu mourras. Et il se trouve que Cassiopéia, elle en a des rêves, puisque, ben voilà, elle, ce qu'elle veut, c'est vivre une vie loin de son grand-père et de, voilà, de la vie qu'elle mène actuellement, quoi, et être maîtresse de sa propre vie. Et ben voilà, hein, un peu, il y a un côté un peu, il y a un côté un peu Aladdin aussi, hein, avec le génie de la lampe, puisque en fait, elle va, du coup, elle va, donc Cassiopéia, elle va se lancer dans un périple à travers le pays pour retrouver donc le trône, enfin pour retrouver le trône, n'importe quoi, pour retrouver le frère qui a volé le trône. Et voilà, voilà. Et donc elle va être accompagnée, oui, c'est ça j'ai oublié de dire, elle va être évidemment accompagnée donc du dieu qu'elle a libéré. Voilà pour celui-ci, petit conte intéressant. Bon, moi j'aime bien cette autrice, donc je suis un peu curieuse quand même. Ensuite, on est encore le 10, et donc sortira chez City Édition une invitée particulière de Nelly Lamar, qui fait un peu penser du coup à La femme de ménage avec cette couverture là, c'est dans la même édition. Donc c'est un peu leur nouveau thriller domestique après La femme de ménage, hein. Donc là en fait on est en Angleterre, et on va suivre une étudiante donc qui s'appelle Tania, qui vient d'aménager dans le cadre d'un programme d'échange. En fait, elle vient d'aménager pendant un an chez la famille Merritt. Ah oui, donc ouais, elle est anglaise, mais elle va aller s'installer à Los Angeles, voilà, pour la précision. Donc il y a un programme d'échange entre Angleterre et États-Unis, du coup. Et donc, voilà, elle va s'installer chez la famille Merritt, qui ont une luxueuse maison. Et dans cette famille, il y a Nathalie qui pleure la mort de sa fille, en fait, Annabelle, sa fille aînée. Et du coup, bon, elle se dit que c'est pas mal qu'il y ait cette étudiante qui vient chez eux, parce que voilà, ça lui fera un peu une distraction hors de son deuil. Mais le problème, c'est qu'au fil des semaines, les choses vont devenir plutôt étranges. Tania commence à porter les vêtements d'Annabelle, donc je vous rappelle qui est la fille décédée, et leur ressemblance devient dérangeante. Une nuit, alors que Nathalie ne trouve... Donc Nathalie, c'est la mère, hein, je rappelle, alors qu'elle ne trouve pas le sommeil, elle va s'interroger, voilà, qui est vraiment cette jeune fille qui dort chez elle. Et donc voilà. Voilà, encore un truc voilà, très thriller domestique où on est... Alors là, c'est marrant parce que dans La femme de ménage, c'était un peu l'inverse. C'est la jeune femme qui se retrouve dans une famille bizarre. Là, c'est la famille qui accueille une jeune femme bizarre. C'est marrant, ça fait un peu le miroir, en fait. C'est un peu le miroir de La femme de ménage. Oui, Laurence, c'est enregistré. Ouais, je mettrai sur YouTube demain. Voilà. Ouais, complètement, Viviane. C'est clair que j'ai pensé à toi, forcément. Mais ouais, question légitime. Ouais, moi j'avoue qu'il m'intrigue aussi. J'avoue qu'il m'intrigue pas mal, celui-là. Je suis assez curieuse. Mais toujours pareil, hein, ça peut être excellent comme ça peut être bien pourri. Hein. Vraiment, faut voir comment c'est traité. Moi aussi, j'ai pas lu le tome 2, mais quand j'ai vu que c'était pas aussi féministe que le premier, je suis pas sûre, je sais pas. Mais je le lirai quand même parce que j'ai envie de savoir la suite, mais bon, je suis pas pressée, quoi. Ensuite, on reste le 10 janvier, on change de style avec Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Quay Mai, qui est une autrice vietnamienne, et donc on est justement au Vietnam en 1969, donc ça sortira chez Charleston. Donc je rappelle que cette autrice, elle a déjà sorti un livre qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Pour que chantent les montagnes, voilà, Pour que chantent les montagnes, que j'ai dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs.
Et voilà, et donc elle, son truc, c'est l'historique en rapport avec son pays. Donc là, on est en 1969, ben, c'est encore la guerre du Vietnam, hein, voilà. Et ensuite, c'est marrant parce que ouais, les deux livres se ressemblent beaucoup dans dans les histoires quand même, hein, dans les synopsis. Donc là, on va suivre la jeune Trang qui habite dans un village de la province du Kiên Giang. Et elle sent que la guerre se rapproche de plus en plus de sa maison. Et elle va apprendre qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Saigon, où elles peuvent facilement gagner de l'argent. Vous voyez venir le truc. Bon, ça commence comme l'autre livre, mais par contre la thématique est différente quand même. Voilà, ils peuvent facilement gagner de l'argent et aider leur famille, rester à la campagne. Et donc forcément, Trang va décider de rejoindre la grande ville. Sauf que, évidemment, elle va découvrir que les horreurs de la guerre, c'est pas seulement les bombardements, puisque quand elle va donc trouver un emploi au Hollywood Bar, elle va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de boire du thé avec les GI américains. Donc on comprend vite que ça va parler de prostitution, alors c'est pas les femmes de confort comme en Corée, mais voilà, c'est un peu le même principe pour les Américains, quoi, hein, évidemment. Et voilà. Thématique qui m'intéresse grandement, forcément. J'ai plus envie de lire celui-là que le premier, pour le coup. Parce que le premier, la thématique est assez classique. Enfin, c'est horrible, en fait, de dire ça. C'est horrible de dire ça sur une guerre et tout ça, mais la thématique, on est vraiment dans la guerre, la survie, etc. Là, on est plus dans une autre thématique liée également à la guerre du Vietnam, mais peut-être moins connue, moins, en tout cas, on en parle moins. Et voilà. Donc là, ça va carrément m'intéresser. Ouais, toi aussi, Safaya. Ça va carrément plus m'intéresser que le premier, pour le coup. Il y a des chances que celui-là, je l'achète et que je lis celui-là en premier. Pour Lisons l'Asie, tiens. Mais ouais, les deux ont l'air bien. Hein. Les deux ont l'air bien, Aurélie, je suis d'accord. Hein. Il faut vraiment que je découvre cette autrice, en tout cas. Parce que c'est un autre... Alors, en plus, précision, elle est vietnamienne, mais elle vit aux États-Unis. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle porte un autre regard sur la guerre du Vietnam. Hein. Mais bon, après, on le sait, hein, on le sait que les Américains sont pas fiers de la guerre du Vietnam. Bon, déjà parce qu'ils ont perdu. Peut-être que s'ils avaient gagné, en vrai, je me dis, si ça se trouve, s'ils avaient gagné, il y aurait beaucoup moins de ce genre de révélation. Enfin, maintenant, oui, mais ça aurait mis plus de temps, quoi. Alors que là, on le sait, je pense au film Outrage, par exemple. Il est horrible, ce film, de Brian De Palma, avec Michael J. Fox. Ce film, il est terrible, donc film américain, hein, qui se passe pendant la guerre du Vietnam, mais je pense à ça, pour montrer les horreurs que les Américains faisaient subir aux Vietnamiens et aux Vietnamiennes. Voilà, on le sait. Mais c'est bien d'avoir quand même voilà, ce côté vietnamien, du coup, pour montrer les horreurs de la guerre. Donc, ouais, voilà, ouais, Anna. Je pense que c'est traduit de l'anglais, ouais, Aurélie. Je pense que c'est traduit de l'anglais. Parce que effectivement, elle vit aux États-Unis et je pense qu'elle écrit en anglais. Je sais pas, c'est pas marqué, hein, mais je suis en train de regarder si c'est marqué, mais je pense. C'est pas marqué, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'elle écrit en anglais. Comme Min Jin Lee avec Pachinko aussi, d'ailleurs. Ah ouais, non, mais c'est clair, Anna. Hein. Sean Penn, il est horrible, mais ils sont tous plus ou moins horribles à différentes échelles. Hein. Vraiment, vraiment, ce film, Outrage, il fait... Enfin, il y en a beaucoup des films comme ça, mais il fait perdre foi en la nature humaine. T'es là, mais... bref. Mais il faut ça pour montrer, voilà, pour montrer vraiment que la guerre ne s'arrête pas seulement, comme c'est dit dans le synopsis, ne s'arrête pas seulement au bombardement, en fait. Qu'il y a tellement d'autres choses derrière qui sont absolument dégueulasses, quoi. C'était génial, Pachinko. Pachinko, c'est un page-turner. C'est vraiment un page-turner. Et qu'est-ce que t'apprends ? J'ai appris énormément avec Pachinko sur, même si je savais déjà pas mal de trucs, j'ai appris énormément sur les relations entre le Japon et la Corée, sur la colonisation japonaise.
des Coréens. Et c'est Page Turner. C'est vraiment, ça se lit, mais hyper facilement, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai chialé, ouais, j'avoue. Oui, Laurence. Donc voilà. Ah non, j'ai pas regardé la série, t'as raison, Julia. Coucou au passage, oui. J'étais là, mais attends, Julia, t'étais pas là. Puis là, je vois bonsoir tout le monde. Ah oui, mince. Coucou. Non, j'ai pas regardé la série et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je crois que Kim l'a vu. Je crois que Kim l'a regardé sans moi, ce méchant. Des fois, il regarde des trucs sans moi, sans me le dire, ça m'énerve. Mais ouais, faudra que je regarde la série, ouais. Clairement, j'ai trop de choses à regarder. Déjà, il faut que je regarde le film Le Monde après nous aussi. Ah, t'étais en sous-marin, coquinette. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ah, les historiques de chez Charleston, souvent ils me font envie, hein, j'avoue. Allez, on change complètement de style avec une petite BD. Mais j'avoue que celui-là, celle-là plutôt, elle me fait pas mal envie. Donc c'est La Princesse et le Croque-Monsieur de Deya Muniz. Alors Deya Muniz, c'est une auteurice non-binaire brésilienne, on va dire, qui habite aux États-Unis. Et donc dans cette histoire, franchement, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Enfin, c'est fait pour, hein, c'est vraiment un truc très métaphorique sur le féminisme, la transidentité, l'homosexualité aussi d'ailleurs, pour les enfants. Je trouve que c'est vraiment parfait. Donc, en fait, on va suivre une princesse qui s'appelle Lady Camembert. Ben oui, parce que pourquoi pas. Et Lady Camembert, elle n'a pas envie de se marier. Et surtout, elle n'a pas envie d'épouser un homme. Voilà. Or, évidemment, donc on est dans le royaume de fromage. Et dans le royaume de fromage, la loi stipule que les femmes ne peuvent pas hériter. Donc, voilà, comme dans la vraie vie, enfin comme dans ce qui se passe dans les monarchies, quoi. Hein. Voilà. Les femmes ne peuvent pas hériter, sauf en Angleterre, j'avoue. Et du coup, il faut forcément qu'elle épouse un homme. Et donc, à la mort de son père, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déguiser en homme et s'installer dans la capitale où personne ne la connaît. Parce que, bon, vous savez que au Moyen-Âge, souvent, voilà, les personnes nobles pouvaient facilement se fondre dans... Enfin, pas facilement, mais on ne les reconnaissait pas forcément, puisque justement, on ne les avait jamais vus vraiment. Bon, là, on n'est pas dans le Moyen-Âge, hein, vous aurez compris qu'on est un peu dans de la fantaisie. On est un peu beaucoup, même. Mais voilà, donc personne ne la connaît dans la capitale. Et donc, elle va donc se déguiser en homme. Elle va prendre un nouveau départ et elle va s'appeler Comte Camembert. Voilà, c'est plus Lady Camembert, c'est Comte Camembert. Et le truc, c'est que elle va rencontrer une autre princesse qui s'appelle la princesse Brie. J'adore cette histoire. Qui est une militante, voilà, on nous dit, militante passionnée, qui est à la pointe de la mode et qui va attirer son attention. Et Camembert ne peut pas résister à l'envie d'apprendre à connaître Brie. Mais le problème, c'est que, ben voilà, elle a un secret. Elle n'est pas un homme, elle est une femme. Et donc, voilà, comment ça va se passer, leur rencontre, etc. Ça a l'air trop mimes. Ça a l'air super mimes avec l'histoire des fromages. Et voilà, et donc j'imagine la petite romance FF qui va découler de tout ça sur le fond de fantaisie un peu humoristique et tout. Ça a l'air trop cool, voilà, ça a l'air d'une BD très mimes pour les enfants. J'aime trop l'idée. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mise. Et puis pour mettre en avant aussi l'autorise non binaire, c'est cool. Voilà. Ah oui, les séries Apple TV, c'est que sur Apple TV, ouais. Ça, c'est clair. Ensuite,
ça a l'air bien chouette. Toujours le 10 janvier, on change totalement de style. Sortira Qui après nous vivrait de Hervé Lecor. Le nouveau Hervé Lecor qui sortira donc chez Rivage. Toujours. Bisous Viviane, bonne nuit. Bisous, bisous. Et donc, je viens de percuter que j'avais pas vu le tout début du synopsis. Quand je vous dis que je découvre, donc on est dans un roman noir, certes, mais dans un roman noir un peu d'anticipation en fait. On est dans un roman noir d'anticipation parce que je n'avais pas lu à la fin du 21e siècle. Parce que j'avais lu de travers en fait. Hein. J'ai vu 21e siècle, j'ai pas fait gaffe. Parce que rien ne laisse à penser qu'on est dans le futur en fait. C'est pour ça que je dis ça. Mais on est à la fin du 21e siècle, dans une grande ville de province. Y a des crises à répétition à ce moment-là. Mais on va suivre un couple qui a donné naissance à un enfant, malgré tout ce qui se passe. Mais un jour, le réseau électrique français va s'effondrer et une émeute violente va éclater, sachant qu'il y a régulièrement des émeutes. Là, elle est encore plus violente que les autres. Le jeune père ne rentre pas chez lui. Il a disparu à cause de cette émeute. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas. Pour sa compagne, donc forcément, c'est l'angoisse. Et puis, on a une grosse ellipse de 3 générations, visiblement. Et en fait, on est 3 générations plus tard. Et j'avais vraiment pas bien lu le synopsis, en fait, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec moi. C'est bien, non mais c'est bien, je découvre avec vous comme ça. On est 3 générations plus tard et on est dans un monde où toute la technologie avancée a disparu. Un peu comme dans Ravage de Barjavel. Hein. Et on va suivre un petit groupe de gens qui a trouvé un abri de fortune dans une maison de campagne, en fait, qui a échappé à la destruction. Mais le problème, c'est que des pillards, donc comme sur la couverture, des pillards vont l'incendier et les survivants vont fuir. Et on va suivre un peu l'épopée des survivants. Voilà. En gros, on est un peu. Ça fait un peu post-apo, hein. On est un peu dans du post-apo, en fait. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Moi, c'est clairement du post-apo, là. Voilà. Je sais pas, du coup, pourquoi on a 3 générations d'écart entre les deux histoires. Mais du coup, bon, moi, Hervé Lecor, d'habitude, c'est pas forcément un auteur qui m'attire, j'avoue. Le truc de la pluie, là, non, Traverser la nuit, pas la pluie. Traverser la nuit, ça me faisait pas du tout envie. Je sais pas, ce côté très déprimant, là. Mais là, ce côté post-apo, là, par contre, ça peut être intéressant. Côté un peu survival, là, aussi. Ah ouais, Aurélie, ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est dans le désordre le titre. Mais voilà, bon écoutez, je suis assez intriguée, j'attendrai un peu de voir les avis là-dessus. Ensuite, on passe au 11 janvier. Sortira un livre qui m'intrigue pas mal pour le coup, Burnham Wood de Eleanor Catton, qui est une autrice néo-zélandaise. Voilà, ça change un peu. Et donc, on ne sait pas grand-chose sur cette histoire, si ce n'est qu'on va suivre plusieurs personnes. Donc, on nous dit un grand naïf, une militante écologiste et un milliardaire aux ambitions démesurées. Et dont les idéaux de chacun vont être mis à l'épreuve. Et voilà, ils vont devoir faire des compromis. J'en sais pas plus, mais on nous dit un thriller politique et psychologique par l'autrice du best-seller international Les Luminaires. Alors, j'ai pas lu Les Luminaires, mais moi, je vois la lauréate du Booker Prize. Moi, Booker Prize, en général, c'est assez vendeur avec moi. Bûcher-Chastel, c'est assez vendeur aussi. Et un thriller politique et psychologique, j'avoue. Voilà, peu importe ce que ça raconte, j'ai envie de le lire. J'ai très envie de le lire, voilà, je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais je suis curieuse. Voilà,
Voilà, Julien, on est d'accord là-dessus. Hein. Je pense que là, tous les éléments se recoupent pour que ça puisse être un très bon livre. Ouais, ouais, carrément. C'est fou, hein, comme quoi, des fois, il suffit pas de dire grand-chose. Il suffit pas de grand-chose pour qu'on ait envie de lire un livre. Et là, voilà. Je veux ce livre. Bon, par contre, Buchy-Chastel, c'est toujours assez cher. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, il fait 560 pages, donc ça va non plus. C'est pas non plus du foutage de gueule. C'est pas comme s'il faisait 200 pages à 25 balles. Mais voilà. C'est pas donné. Donc voilà pour celui-ci. Alors, celui-là, autant vous dire que je pense que je l'ai mis uniquement, quasiment uniquement pour sa couverture. Pour son physique. Oui, oui, je m'intéresse au physique. Donc, God Killer de Anna Kanner. Le tome 1 qui sortira chez De Saxus. De Saxus, c'est pas possible. À chaque fois qu'on se dit qu'ils vont pas faire plus beau. À chaque fois, voilà. À chaque fois, ils vont pas faire plus beau. Bah si. Bah si, ils arrivent à faire plus beau. C'est hallucinant. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas, j'allais dire, c'est pas humain. Non, c'est pas humain vu que c'est un livre, mais ce n'est pas... c'est un livre imaginaire, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. Bref, après oui, voilà. Après, j'avoue, je suis moins de ouf sur l'histoire. Après, ça peut être intéressant quand même. Je vous dis le synopsis. Donc, a priori, on est dans une duologie. Hein. Je sais pas, après peut-être, pour l'instant en tout cas, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Peut-être qu'il y en aura un 3e, je sais pas. Le 2e tome, il s'appelle Sunbringer, l'apporteur de soleil. Et là, on est avec God Killer, donc la tueuse de dieux, puisque on suit Kisen, qui est une déicide. Elle voue une haine dévorante envers tous les dieux depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Franchement, ce début est intéressant quand même. Hein. Mais après, voilà, ça part peut-être un peu trop en fantaisie. Bon, en même temps, c'est de la fantaisie, hein, vous allez me dire. Elle va croiser un jour le chemin d'un dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Le problème, c'est que si elle le tue, elle tue donc cette jeune noble, qui est une petite fille en l'occurrence. Et donc, elle va décider de les accompagner dans une cité en ruine pour obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui résident dans cette cité. Ils vont être rejoints par un chevalier désabusé et poursuivis par des ténébreux démons prêts à tout pour les tuer. Et donc, en fait, ils vont prendre donc, les 3 là, hein, donc Kisen, le dieu amnésique et la jeune noble, ils vont prendre conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver le monde. Voilà. C'est pas inintéressant, hein. Franchement, loin de là, vraiment, je suis assez quand même curieuse. Après, voilà, je suis pas forcément fantasy, donc faut voir comment c'est tourné. Je sais pas, j'attendrai un petit peu de lire les avis, on verra. Ah ouais, ça te fait penser à Nevernight? Je sais même pas ce que ça raconte, Nevernight. Je vais le lire, je sais que Seb va me l'offrir, je vais le lire sans savoir du tout. Je préfère pas savoir, en vrai. J'ai envie de me lancer dans Nevernight sans du tout savoir ce que ça raconte, comme ça au moins je risque pas que ça me passe l'envie. Si je lis le synopsis et que ça me plaît pas, je vais dire ah ouais, mais que là au moins voilà, je prends pas de risque. Oui, l'autrice est écossaise. Alors je sais pas s'il va. Alors attention, je mets fantaisie écossaise parce que l'autrice est écossaise. Je ne sais pas si ça va jouer un petit peu. Je pense qu'on a une histoire de cité en ruine avec des dieux sauvages, machin. Peut-être qu'il va y avoir une influence écossaise dans cette histoire. Il y a des chances. Après, voilà, est-ce que vraiment on va être sur la mythologie écossaise? Je ne sais pas. Ouais, je sais que tout le monde dit que c'est top, Jeanne, donc on verra, j'aurai la surprise. Écoute, j'aurai la surprise, je veux pas savoir de quoi ça parle, honnêtement. Vraiment, je me lancerai là-dedans, dans l'ALC, avec Séverine et les autres, et on verra, hein, voilà. Mais je suis contente de faire cette ELC avec tout le monde, là, ça va être sympa.
Donc voilà pour celui-ci, mais non, mais honnêtement, il m'intrigue quand même pas mal. Mais voilà, après, je suis pas sûre que je l'achèterai. Ou si je l'achète, ça sera vraiment parce qu'il est trop beau, quoi. On verra. On verra, en tout cas. Voilà pour celui-ci. Toujours le 11 sortira Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Et franchement, si vous me connaissez, vous devez vous demander pourquoi je fous un Michel Bussy dans cette histoire. Parce que vraiment, j'aime plus du tout cet auteur. En vrai, je me dis que, voilà, enfin, je dis toujours qu'à part Nymphéa Noire, au final, je trouve pas ça très bon. Mais je sais pas, je vais encore me faire avoir. Je vais encore me faire avoir parce que là, le synopsis, il m'intrigue vraiment pour le coup. Euh, donc je l'ai mis quand même. Je verrai. Mais en même temps, je peux même pas dire, j'attendrai de voir les avis parce que les gens adorent Michel Bussy, donc ils vont dire que c'est bien et moi je vais le lire et je vais dire que c'est pas bien, donc je sais pas. Mais bon. Toi aussi, Malo, tu vas tenter Nevernight, c'est cool. Donc là, ça commence par Papa a tué maman. Déjà rien que ça, voilà. On va suivre Ophélie qui a 7 ans, petite fille de 7 ans, qui va assister donc au meurtre de sa mère par son père. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis ce Michel Bussy dans cette sélection. Mais on nous dit son père n'est pas le seul coupable parce qu'un autre homme aurait pu sauver sa mère. Et donc Ophélie va n'avoir qu'un seul but, c'est retrouver les témoins. Alors, on est dans du Michel Bussy, évidemment, c'est pas réaliste. Ce qu'on nous dit que voilà, c'est Ophélie, elle a 7 ans, la gamine. Elle va vouloir rassembler les pièces du puzzle pour la mener jusqu'à la vérité et accomplir sa vengeance. Elle a 7 ans, mec. Mais bon. Donc voilà, et donc en fait, on va la suivre. Non, en vrai, on va la suivre sur plusieurs années. Voilà. Elle va être placée en foyer, elle va devenir une collégienne rebelle, une étudiante qui va changer d'identité, mais elle va toujours avoir cette quête de retrouver l'homme qui visiblement n'a pas sauvé sa mère, si je comprends bien. Et voilà, bon, écoutez, fresque sociale des années 90, on nous dit, ouais, voilà, ça aussi, ça marche sur moi parce que les années 90, c'est mon adolescence. Mais bon, après, c'est Bussy, quoi. Je sens que malgré le synopsis, ça va pas être bien. Mais il y a un chat sur la couverture. Ça... Le chat sur la couverture, ça me donne envie de le lire. Ça m'énerve, je vais me faire avoir. Je sais que je vais me faire avoir. Mais bon. Il n'y a pas un bon Nicolas Mathieu, ouais. Oui, c'est sûr que là, bon. Bref, bon, je l'ai mis. Je pense que je sais qu'il y en a plein qui aiment Michel Bussy, donc dans tous les cas, ça peut intéresser. Voilà. Par contre, il est cher, putain. C'est abusé, 22,90. Ensuite, donc sortira aux presses de la cité, évidemment. On passe à quelque chose qui m'attire quand même plus, Le sang des innocents de S.A. Cosby. Il faut vraiment que je lise cet auteur. Voilà, j'ai son premier dans ma palle depuis un moment. Donc, encore une fois, donc un peu les mêmes thématiques, mais c'est normal hein, chez S.A. Cosby. Donc, on va suivre un ancien agent du FBI qui s'appelle Titus. Qui est le premier shérif noir à avoir été élu à Sharon County, la terre de son enfance. Mais le problème, c'est que il y a une ligne... Attendez, j'essaye de comprendre le synopsis aussi. Hein. C'est pareil, j'ai mis le livre sans avoir lu du tout le synopsis. Voilà, je précise, je le découvre avec vous. Je suis honnête. Voilà, je vais pas faire semblant de... Oui, bien sûr, je connais tout. Non. On comprend qu'il y a une ligne, alors je sais pas si c'est une ligne d'autoroute, de train, je sais pas, entre deux villes. Et que Sharon County est au sud de cette ligne. Et cette ligne, en fait, a provoqué, voilà, c'est ça, en fait, apparemment, ça rejoint, j'imagine, une communauté, ça relie une communauté blanche et une communauté noire.
Et du coup, voilà, si je comprends bien ça. Et du coup, ça a provoqué la colère des Blancs et notamment aussi, voilà, évidemment, l'élection de Titus aussi en tant que shérif. Donc Titus va tenter de faire régner la loi dans son comté, qui est frappé par la crise des opioïdes et les tensions raciales, jusqu'au jour où un jeune noir qui s'appelle Latrell va tirer sur un prof du lycée qui est en plus le prof préféré de tout le monde. Et va se faire abattre par la police. Et donc tout le monde va crier au fanatisme terroriste, évidemment. Mais évidemment, la communauté noire va crier à la bavure policière, puisqu'on rappelle, voilà. Donc le prof n'est pas mort, hein, visiblement. C'est juste que, enfin, si je comprends bien, on lui a tiré dessus, mais par contre, le gars qui a tiré, le jeune homme, a été abattu par la police. Donc voilà, en gros, il va y avoir deux sons de cloche. Et voilà, et donc Titus va être chargé de découvrir la vérité. Encore une fois, ça a l'air éminemment intéressant. Comme Les Routes oubliées, comme La colère. Tous ces livres, j'ai trop envie de les lire, quoi. Ouais, pour le Black History Month, effectivement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Le Black History Month, c'est en février, c'est bientôt. Voilà. Ouais, en plus, ouais, Dennis Lehane qui dit le roman noir a un avenir et cet avenir s'appelle S.A. Cosby. Eh ben voilà, allez. C'est vrai que Dennis Lehane, en plus, il aime bien les histoires de tensions raciales et tout, donc forcément. Et les deux vont être présents au Quai du Polar, si c'est pas beau ça. Oh là là. Ah là là, bah ça va être l'occasion d'acheter. J'espère qu'il sera sorti en poche, mais je pense que oui. Le deuxième, là, La colère. J'ai très envie de le lire, celui-là aussi. Voilà. Ah ouais, il est sur NetGalley, mais j'ose rien demander à NetGalley parce que je suis en retard dans mes chroniques encore. J'ai toujours pas fait la chronique de Reykjavik alors que ça fait 1 mois que je l'ai lu. Plus d'1 mois même. Oupsouille, je suis en retard et voilà, et j'ai des romans en retard. Là. Ça fait penser qu'il faut que je prévoie de lire La petite fille sous la neige en janvier aussi. Trop de choses à lire. Bref, donc voilà pour celui-ci, en tout cas, qui sortira donc chez Sonatine. On est toujours le 11. Putain, ça a encore duré longtemps ce live. On est toujours le 11. Sortira Soupape et compagnie. Le titre est pas très lisible. C'est Soupape et compagnie. Ah si, c'est écrit en petit, j'avais pas vu. Soupape et compagnie de Hélène DeWitt aux éditions Le Cherche Midi. Et alors, encore un truc assez intéressant et intriguant puisqu'il s'agit d'une dystopie. Yes. Vous savez que j'adore les dystopies, surtout quand il y a une dimension sociale, et c'est le cas ici. Ouais, c'est clair, so many books, so little time, complètement. Donc, en fait, dans cette histoire, alors que je reprenne, là je l'ai lu par contre, le synopsis, je m'en souviens, mais j'essaye de le reprendre dans l'ordre. Donc, on va suivre Joe, qui est représentant de commerce, donc on est aux États-Unis, hein. Il est représentant de commerce et il tente vainement de vendre des Encyclopédia Britannica. Vous voyez de quoi je veux parler là, les encyclopédies à 40 000 tomes qu'on vendait avant là, en faisant du porte-à-porte. Mais ils vendent aussi des aspirateurs, voilà, c'est le truc classique, sauf que évidemment personne n'en a rien à battre. Et en fait, il va lui venir une idée pour s'enrichir rapidement. Il va décider de lutter contre le harcèlement sexuel en entreprise avec un système de soupape. En fait, il va concevoir un système ingénieux permettant au personnel masculin, donc personnel d'une entreprise, hein, d'assouvir sur leur lieu de travail, parce que pourquoi pas, leur libido exacerbé. Cela en toute impunité, et avec le consentement des partenaires, mais des partenaires qui seront assez particulières. Je n'en sais pas plus. C'est une invention peu orthodoxe, forcément, mais qui va être adoptée par diverses sociétés.
et qui va finir par connaître un retentissement inouï, ce qui va attirer l'attention du FBI. Donc voilà, en gros, on va être dans... Alors, on n'est pas tout à fait dans une dystopie parce que ça va pas toucher le pays entier et tout ça, mais on est voilà sur une histoire d'invention qui va être... qui va s'établir dans tout le pays. Et donc, il y a le FBI qui va être mis sur le coup. Voilà, du coup, on est... alors, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que l'autrice s'empare donc on nous dit, de la gestion quasi scientifique des pulsions sexuelles masculines et du contrôle du harcèlement en entreprise. J'ai un peu peur parce que ça sent quand même le côté un peu anti-féministe en mode, vous voyez, oui, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, quoi. J'ai un peu peur de ça. Parce que elle nous dit, voilà, on nous dit que l'autrice tire à boulet rouge sur l'hypocrisie de la société puritaine. J'ai très peur quand on nous dit ça, alors que pourtant, bon, les féministes sont pas du tout puritaines, hein, mais souvent c'est un truc qu'on nous reproche en mode, oui, avec vos histoires de consentement, c'est du puritanisme, machin, ce qui est pas du tout ça. Mais voilà, du coup, j'attends, là pour le coup, je vais vraiment attendre les avis, savoir si c'est anti-féministe ou pas. J'ai très très peur. Mais ça peut être très féministe parce que ça peut être justement une critique du fait que... ce truc de dire que les hommes ont forcément des pulsions à assouvir, etc. Ça peut être ça aussi, donc à voir, on verra. Mais voilà. Qu'est-ce que tu dis? Le concept de rentrée littéraire n'existe pas en littérature anglophone. Il était impossible de te tenir au courant des sorties. Ah oui. Ah oui, effectivement. Moi, j'aimerais bien pouvoir lire en anglais. Enfin, c'est pas que je peux pas lire en anglais, c'est que ça me prendrait trop de temps et j'ai tellement de livres à lire que j'ai pas envie de lire les livres en VO. Mais ça m'est déjà arrivé, donc je suis pas contre non plus si vraiment c'est un livre qui a peu de chances de sortir en France, par exemple. Mais voilà. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de livres en VO là, qui sont très tentants. En tout cas, voilà pour celui-ci. On passe au 12 janvier. On approche de la fin, je vous rassure, hein, parce que même si on n'est qu'au 12, c'est le plus gros, c'était vraiment les 3 et 4 janvier. Hein. Sortira Le Clan Sneberg de Eva Björg Egisdottir. Qui est l'autrice donc de Elma, mais là c'est donc Elma c'est une série, hein, mais là on est dans un one shot, j'allais dire c'est une nouvelle série, mais je crois que non, c'est un one shot. En tout cas on n'est pas du tout dans la série Elma, a priori. Hein. Et du coup bon, moi j'avais pas plus aimé Elma que ça, mais c'est parce que je m'étais pas trop attachée au personnage et j'avais trouvé que l'enquête était assez classique. Là par contre, le synopsis me tente. Dommage qu'elle soit pas au Quai du Polar d'ailleurs cette année, tiens, parce qu'elle y était l'an dernier. Donc là, on est dans un hôtel perdu sur un champ de lave. Et oui, parce qu'en Islande, il y a les geysers, il y a beaucoup de volcans en fait, il y a énormément de volcans en Islande. Donc là, un hôtel perdu sur un champ de lave de la péninsule de... Alors... c'est le problème des noms islandais. Snæfellsnes. Quelque chose comme ça. Et donc, dans cet hôtel va se dérouler une réunion de famille, la réunion du clan Sneberg. Et donc, voilà, l'alcool coule à flot, tout va bien jusqu'à ce que l'un des membres de la famille disparaisse. Et donc, les convives sont persuadés qu'il y a un rôdeur, que c'est de sa faute, voilà, que la personne a été enlevée ou tuée. Mais en fait, ils vont vite se rendre compte que le danger est plutôt peut-être à l'intérieur même de l'hôtel, donc parmi les convives. Et donc, en fait, c'est les rancœurs et le passé du clan qui va remonter peu à peu au jour jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Donc voilà, encore un huis clos dans un hôtel au sein d'une famille aisée,
classique. On est encore un peu le même truc que Daisy Darker, mais c'est quelque chose d'assez classique. Mais bon, moi ça marche, hein, j'avoue, les trucs en huis clos, moi j'aime beaucoup, donc... Ah, je suis curieuse. Julia, j'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien aller en Islande. Kim aussi, hein, je pense qu'on ira un jour. Oui, en plus les livres en VO sont moins chers, c'est vrai, Julia. Mais ouais, ça a l'air intriguant. Voilà, et oui, en Islande en plus. Moi j'aime beaucoup les polars islandais. Donc, voyage qui t'a bouleversé. Ouais, j'ai un couple d'amis aussi qui y est allé, et pareil, ils étaient fans, quoi. Donc, ouais, nous, on a très, très envie d'y aller aussi, ouais. Complètement. Complètement. Ensuite, on passe au 17 janvier. Oups, je suis là. Sortira un petit recueil de nouvelles, oui, qui s'appelle Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Et donc là, c'est un collectif, en fait, d'auteurs et d'autrices. Donc on a Elka Imani, Roman Ledin, Goodnight C'est Lullaby et Joël Mimba et Noé Nat, pardon. Avec la participation de Nesrine Slaoui, donc ce que des auteurs et autrices françaises, qui ont écrit des petites histoires en fait sur les identités de chacun. Donc ça peut être LGBTQ, ça peut être sur des personnes racisées, etc. En tout cas sur des personnes minorisées. Et voilà, donc donc en fait le but c'est d'interroger le futur. Le but, c'est d'interroger le futur, comment on va évoluer dans le futur. Donc, personnes minorisées, je m'inclus dedans en tant que femme handi, mais bon, c'est plus, je pense c'est plus, enfin bi aussi, mais je pense c'est plus quand même pour les personnes racisées et LGBT+. Mais oui, voilà, comment ces personnes vont évoluer dans le futur? Est-ce que les inégalités auront disparu? Est-ce qu'elles pourront être elles-mêmes sans jugement, etc. Voilà, quelles difficultés pourront-elles rencontrer? Voilà, bon, moi ça m'intéresse, hein, forcément. Il y a un côté un petit peu, peut-être un peu dystopique, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée du futur que vont se faire ces auteurs et autrices LGBT+, et racisés. Voilà pour celui-ci. Normalement, quand c'est en dessous de 15 €, je passe en format poche, mais là, en l'occurrence, c'est du grand format. C'est juste qu'il est pas cher. Pour une fois, on va pas se plaindre. Et ça sortira chez Rajo, pour la précision. Moi, j'aimerais aller en Suède aussi. J'aimerais aller en Suède. Mais j'aimerais bien aller en Finlande. Je suis moins tentée par la Norvège, bizarrement. Plus Suède et Finlande. Et Islande. Bref. Ensuite, on passe au 19 janvier. Et là, c'est une BD qu'on va retrouver qui s'appelle Tokyo Mystery Café. C'est un tome 1. Le tome 1 s'appelle La disparue d'Akiba. Oui, Akiba pour Akihabara, je pense. C'est un quartier. Akihabara, c'est le quartier des nouvelles technologies, tout ça, à Tokyo. Et donc, alors c'est pas du tout des auteurs japonais, en l'occurrence l'atelier Sento, donc qui est le collectif auteur de cette BD. C'est un studio d'artistes français, voilà, donc qui est composé donc seulement de 2 personnes, qui sont Cécile Brun et Olivier Pichard. Et donc, mais qui ont décidé quand même de placer leur histoire à Tokyo. Et on va suivre Naël, d'ailleurs. Donc, ils ont décidé de mettre en héros un personnage maghrébin. Donc, Naël est un aspirant mangaka. Il vient d'arriver au Japon. Voilà, donc il découvre Tokyo. Il a réussi à trouver un logement, mais par contre, voilà, ce qui va être plus dur pour lui, c'est d'intégrer un atelier d'auteur ou une maison d'édition, puisque son but, hein, c'est d'être mangaka, donc auteur de manga, je précise. Mais voilà, c'est difficile, ça lui apparaît comme un défi insurmontable. Jusqu'à ce qu'un jour,
sa voisine va se faire enlever. J'aime bien comme ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Le gars, il veut juste être mangaka. Sa voisine se fait enlever. Ok. Et du coup, voilà, il va découvrir un autre aspect de la capitale nippone. Et en fait, il va rencontrer Soba, qui est une jeune collégienne un peu en marge. Mais aussi un patron qui va offrir à celui qui pousse la porte de son restaurant les meilleurs plats nippons et ainsi que ses services de détective. Et donc voilà comment Naël va se lancer à la recherche donc de sa voisine disparue. Et on va découvrir en même temps Tokyo et la culture japonaise au travers de cette histoire. Voilà, pourquoi pas, écoutez, je l'ai mis, c'est un tome 1, je sais pas combien de tomes il va y avoir. Mais voilà. Voilà pour celui-ci, en tout cas, qui sortira chez Dupuis. Toujours le 19 et toujours une BD avec Vierge, la folle histoire de la virginité de Élise Thiebaud et Eléa Bird, qui sont deux autrices françaises. Et donc, en fait, dans cette histoire, les deux autrices vont explorer le tabou de la virginité. Pourquoi est-ce qu'il est si important dans l'histoire et dans la plupart des cultures? Qu'est-ce qu'il nous dit de la condition des femmes, de la sexualité, des religions, de la science? Voilà, et donc ça va être raconté de façon assez un peu humoristique aussi. Hein, voilà, et on va traverser l'histoire avec un grand H. Et donc, on va croiser les Vestales romaines, la Vierge Marie, Artémis, mais aussi Jeanne d'Arc et Britney Spears. Bah oui, Britney Spears, elle était connue pour sa virginité. Voilà, donc les dessous d'un mythe toujours puissant et plus riche de sens qu'on l'imagine. Écoutez, bon voilà, la féministe en moi était obligée de mettre cette BD qui sortira aux éditions Le Lombard. Pas Lombard tout court d'ailleurs. Ouais, c'est clair, Julia, complètement. La couve est chouette en plus, avec la licorne et tout, j'adore. Voilà, clairement, clairement, j'ai très envie d'y aller aussi là, sur ce coup-là. En plus, elle est pas, bon, elle fait que 100 pages, certes, mais pour une BD, elle est pas trop chère. Parce que maintenant, on est plus sur du 20-25 balles, les bandes dessinées, que sur du 15 balles. Hein. Enfin, 16 en l'occurrence. Mais ouais. Celle-là, pour le coup, ouais, il y a moyen, soit que je l'achète, soit que je la mette dans ma wishlist. À minima, je la mettrai dans ma wishlist. Voilà. Peut-être un futur cadeau d'anniversaire. Donc voilà pour celui-ci. Et on saute au 24 janvier avec le nouveau Junji Ito. Je ne pouvais pas passer à côté, évidemment. Il s'agit de Carnage qui sortira chez Mangetsu. Voilà, vous connaissez mon amour pour cette auteure d'horreur japonaise, évidemment, enfin d'horreur, cet auteur d'horreur japonais, parce que c'est l'auteur. Donc là, alors je pense aussi que c'est une série d'histoires, puisqu'on nous dit des hordes de chauves-souris qui se nourrissent de sang, une bibliothèque hantée par les personnages des livres qu'elle contient, ah ça c'est trop bien, un village fantôme recouvert d'éclats de miroirs brisés, une jolie jeune femme au visage mystérieusement ensanglanté, une chanson qui pousse à la folie. Ressortirez-vous indemne du terrible jeu de massacre orchestré par Junji Ito? Voilà. J'avoue que la bibliothèque qui est hantée par les personnages des livres, ça je kiffe. Ça je kiffe. La chanson qui pousse à la folie aussi, j'aime bien. Mais la chanson qui pousse à la folie, attendez. Ça, c'est une histoire de Junji Ito que j'ai déjà vue. Possible qu'ils aient repris une histoire. Après, il faut savoir qu'il y a 2 éditeurs et des fois, voilà, ils font des recueils de plusieurs de ces nouvelles. À voir s'il n'y a pas eu un redit. Mais en tout cas, voilà. Extrêmement intéressant. Ouais, tout un programme, complètement. Bon, j'adore cet auteur. Je suis vraiment une grosse fan. Donc, très hâte de découvrir celui-là. Voilà, pour Junji Ito, qui sortira donc le 24. Oui, il y a les chefs-d'œuvre. Ben oui, c'est pour ça. Non, mais il y en a plein. Il y a beaucoup de recueils de nouvelles, en fait, de Junji Ito. Donc, je pense que... Et comme il y a 2 autres éditeurs, il y a Mangetsu et les autres, c'est Delcourt.
Voilà, c'est possible qu'il y ait des redites. Ensuite, on passe au 25, sortira Angel of Greenwood de Randy Pink. Et dans cette histoire, donc on est en 1921. Alors, je précise d'ores et déjà que c'est un roman inspiré de faits réels. Basé sur des... C'est même pas inspiré, c'est basé sur des faits réels. La nuance est... Il y a une nuance. Qui a été... Donc, c'est des faits réels qui ont été longtemps passés sous silence par l'histoire et la justice américaine. L'histoire et la justice américaine, oui. Donc on est en 1921, on est dans un quartier de Tulsa dans l'Oklahoma qui fait un peu figure d'utopie. C'est un lieu dans lequel, en pleine ségrégation, une communauté noire vit en paix et prospère depuis plusieurs années. Donc parmi ses habitants, on va suivre Isaiah qui a 17 ans, qui est un amoureux de la poésie, mais il cache un peu sa passion derrière une image de fauteur de troubles. On suit aussi Angel, 16 ans, qui n'a pas beaucoup d'amis, donc je crois que c'est une jeune femme, mais qui est toujours volontaire pour aider son entourage. Donc a priori, ils n'ont aucun point commun, mais un jour, leur professeur d'anglais leur confie la mission à tous les deux de créer une bibliothèque mobile pour les familles défavorisées. Cependant, les deux jeunes gens vont tomber amoureux. Mais il y a une menace qui plane sur leurs sentiments et la violence va arriver. Voilà, on ne sait pas comment, pourquoi, mais voilà. Et donc, je répète, basé sur des faits réels. Franchement, s'il n'y avait pas eu basé sur des faits réels, alors si l'histoire m'intéresse quand même parce que la communauté noire, etc., machin, mais j'aurais dit, bon, peut-être un peu classique. En plus, c'est du young adulte. J'ai oublié de mettre young adulte. C'est du young adulte. Parce que c'est chez Slalom. Mais là, basé sur des faits réels, je veux savoir. Ah oui, c'est vrai. Lovecraft Country, c'est County, pas Country, je crois. Lovecraft County, j'avais vu peut-être les 2 premiers épisodes. J'avais pas trop accroché la série. Mais du coup, d'accord, on parle de ce fait divers dedans. Bah écoute, voilà. La couverture est très classe en plus. J'aime beaucoup la couverture. Ouais, celui-là, il me fait bien envie. Voilà. Je suis assez curieuse. Donc voilà pour celui-ci. Donc il sortira chez Slalom. Toujours le 25 janvier, on arrive presque à la fin, c'est l'avant-dernier. Les 3 derniers, c'est 25 janvier. Sortira Barbara, l'entre-deux-mondes de Moto Hagio aux éditions Akata. C'est un premier tome, il n'y aura que 2 tomes. Voilà, c'est une duologie. C'est un diptyque, on va dire. Non, une duologie. C'est pas tout à fait pareil. Donc dans cette histoire, on va suivre Tokyo, qui est un enquêteur bénéficiant d'un don. Celui de pénétrer dans les rêves des gens. Un jour, on va lui demander de s'introduire dans l'esprit d'une adolescente plongée dans un long coma depuis des années. Et le truc, c'est que en plongeant dans son coma, il va se retrouver sur une île imaginaire qui s'appelle Barbara et qui semble liée à son propre fils. C'est pas son propre fils, c'est son propre fils. Et du coup, voilà, donc Tokyo, il commence à être confronté à son passé au travers donc de l'esprit de cette jeune femme, de cette jeune fille dans le coma. Et on nous dit, alors moi j'aime bien parce qu'on nous dit, alors que rêve et réalité se confondent, Watarai, donc c'est Tokyo, hein, pourrait bien être confronté à son passé entre quête de jouvence et cannibalisme. J'aime bien parce que ce mot sort vraiment de nulle part, après avoir parlé d'une île imaginaire, tout ça, des rêves, machin, et là d'un coup il y a du cannibalisme au milieu, tu sais pas pourquoi. Mais bon, c'est Akata. Alors, Akata, c'est dans leur collection Héritage, en fait, donc ils ressortent des vieux, c'est pour ça que le dessin fait très vintage, ils ressortent des vieux mangas
Voilà, qui n'ont pas été édités en France. C'est très intéressant cette nouvelle collection là, Héritage. Et du coup, bah écoutez, moi je suis assez curieuse de cette histoire. En plus, Barbara, c'était le prénom de ma mère. Je sais pas si c'est un signe ou quoi, mais... Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le Der des Der, mais non des moindres. Il s'agit également d'un nouveau de Saxus, toujours sublime, hein. Voilà, encore une fois. Les Oiselles de nuit de Kate J. Armstrong. Donc qui est encore une fois de la fantaisie, mais peut-être un peu féministe, puisque on est dans une république qui s'appelle la République EDN. Et on nous dit, il y a longtemps, les femmes de cette république étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Les héritières de ces femmes qui possédaient ces dons s'appellent Mathilde Essa, je ne sais pas trop comment le prononcer, et Sayer, qui sont appelées les Oiselles de nuit. Donc leur existence est gardée secrète puisque la magie a été prohibée. Et donc elles offrent temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Donc elles sont protégées par les plus puissants et elles se pensent intouchables jusqu'à ce que l'on tente de les assassiner. Elles vont être traquées par l'église et elles vont découvrir qu'elles ne sont pas les seules jeunes femmes dotées de magie. Et donc elles vont devoir faire un choix, rester dans leur cage dorée ou prendre leur revanche sur ceux qui leur ont coupé les ailes. Voilà, ça a l'air quand même pas mal, hein. Même si c'est de la fantaisie, tout l'aspect plutôt féministe, hein. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une grosse, encore une fois, une grosse métaphore. À voir, à voir. Voilà. Ouais, c'est clair, elle a l'air triste. Bah après, c'est le principe, hein. Visiblement, ça n'a pas l'air pump it up, hein. Ça n'a pas l'air super joyeux, l'histoire, hein. Mais c'est clair que la couve est trop belle. Puis le jaspage aussi. Et il redouble il redouble d'inventivité là sur les jaspages de Saxus. Ils mettent tout dedans, hein. C'est un truc de fou, quoi. Mais voilà, bon, écoutez, c'était le dernier, en tout cas, qui me tente pas mal quand même. Oui, ah oui, c'est vrai, féminin sacré, ça c'est toujours un peu... c'est le côté un petit peu ésotérique, machin. Moi non plus, je suis pas du tout fan de ça, ouais. Je suis pas du tout fan. Surtout que le féminin sacré, c'est pas toujours féministe, hein, c'est même parfois l'inverse. Donc ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, faut voir. Faudra voir les avis aussi là-dessus, hein. Et ben voilà, écoutez, c'était tout pour cette sélection. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, quand est-ce qu'on se retrouve avec YouTube? J'ai pas pris mon téléphone. Mardi. Ah, c'est vrai, j'ai pas pris mon téléphone, tiens. Mardi. Ah oui, mardi, c'est le bilan. C'est mon bilan de mes 100 livres à lire. Je sais pas si je vais enregistrer ça. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'enregistrer ça. On verra. Et sinon, si j'enregistre pas. Le prochain live. Jeudi, c'est quoi? Ah, ça m'énerve de pas avoir mon planning. Jeudi. Qu'est-ce que j'ai mis jeudi? Après le bilan des 100. Bah merde, alors je sais plus. Bah je sais plus. Ah oui, sortie poche, si c'est ça. Sortie poche, merci. Ah bah oui, les sorties poche, bah oui, évidemment. Oui, d'habitude, c'est vrai que d'habitude, je fais d'abord les sorties poche et ensuite les sorties grand format. Mais le problème, c'est que j'étais obligée de mettre les sorties grand format un dimanche parce que c'est là où j'ai le plus de gens et que c'est trop important. Et j'avais pas d'autres dimanches et du coup je pouvais pas mettre plus tôt les sorties poche, c'était trop tôt dans le mois en fait. Donc voilà, jeudi prochain c'est sortie poche, donc a priori il y a de grandes chances que la prochaine vidéo ce soit les sorties poche. Voilà, sur ce, bonne nuit, bonne journée, ou peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais à bientôt sur YouTube. Miaou.